Euh, alors, on a parlé de l'outil, maintenant on va parler du MOOC. On dit MOOC, on dit MOOC, qu'est-ce que vous préférez, vous? Vous dites MOOC ou vous dites MOOC? Je disais MOOC au début, mais après j'ai été influencé par les Américains. Alors, Ah, vous dites MOOC. Maintenant je dis MOOC, ouais. Et vous dites MOOC et il dit Google, comme les Américains. On dit pas Google, on dit Google. C'est pour faire chic, je vous dis ça. On vous écoute, allez-y, c'est à vous. Alors, gloire et déboire de l'open education. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'un concept que vous connaissez peut-être. L'idée de l'open education, c'est de dire, d'une part, qu'on va ouvrir les différentes composantes d'un système éducatif au plus grand nombre. Donc ça peut aller des simples ressources pédagogiques jusqu'à des services comme de l'accompagnement ou des exercices et des activités. Et d'autre part, c'est la question de l'agentivité des apprenants. L'agentivité des apprenants, c'est simplement dire donner plus de marge de manœuvre, de responsabilité aux apprenants. Et ça se décline à tous les niveaux. Le concept est né d'expérimentation dans les écoles primaires dans les années 60 aux États-Unis. Et maintenant, l'open education, on en parle surtout sur Internet. Je vais vous parler essentiellement de l'open education comprise dans le sens d'Internet, avec notamment les MOOC. Alors l'open education, le fait d'avoir des cours en ligne gratuits ou des ressources en ligne pour apprendre, c'est absolument pas nouveau. Je vais vous donner des exemples que vous connaissez sûrement tous déjà. Le premier, c'est typiquement les forums de discussion. Depuis la fin des années 90, Internet regorge de forums de discussion pour aller se former à tout et n'importe quoi. Stack Overflow, c'est un des plus connus, c'est utilisé par des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes quotidiennement. Enfin, dans le monde, en tout cas, des dizaines de millions, c'est sûr. Tous les informaticiens apprennent là-dessus. Moi, j'ai envie de vous dire que 80% de ma formation de chercheur, je la dois à Stack Overflow. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout cantonné au geek. Moi, je suis biologiste de formation, j'ai appris les statistiques là-dessus. Ensuite, tout un univers d'applications. On a parlé ce matin de tout ce qui est ancrage mémoriel. Je vais vous parler un petit peu tout à l'heure de ces applications comme Memrise, Serego, Domosio, ou des sites de langue qui vont utiliser ce principe, de dire on va faire de la répétition espacée pour en créer des choses, et d'autres applications qui font tout un tas de choses. L'université, en fait, s'est mise relativement tardivement à investir le net pour diffuser des ressources. Ça a commencé parce qu'on a appelé les ressources éducatives libres et les open courseware. C'est un cas particulier de ressources éducatives libres. Là, vous avez celui du MIT. L'idée, c'est de dire, on produit une quantité de ressources pour nos cours en présentiel. Ce serait dommage de ne pas les partager. Évidemment, il y a un objectif politique derrière, de rayonner, de montrer qu'on travaille pour le bien de l'humanité. Enfin, vous connaissez le discours américain sur ce genre de choses. Et vous avez à voir le MIT qui a mis l'ensemble de ses contenus de cours sur Internet, disponibles gratuitement et réutilisables en général, c'est-à-dire en licence Creative Commons. Et tous les cours filmés y sont. Tous les cours ne sont pas filmés, mais une grande partie sont des cours filmés. Le problème, c'est que souvent, face à ça, deux choses l'une. D'abord, je vous souhaite bien du courage pour faire passer en ligne un apprentissage filmé en présentiel. La plupart du temps, les caméramans, ils ne savent pas qui filmer. Par exemple, est-ce qu'il faut filmer l'enseignant qui parle? Est-ce qu'il faut filmer le tableau? Alors, si vous allez sur les OpenCourseWare, vous verrez des caméramans paniqués qui essayent de savoir où est-ce qu'il faut mettre la focale. Donc, il y a un problème, c'est que les cours filmés en présentiel, les matériaux faits pour du présentiel ne sont pas nécessairement pensés pour un usage en ligne. Et ensuite, ok, ça peut servir en quelque sorte d'équivalent de conférences grand public. C'est un peu comme des auditeurs libres qui viendraient dans un amphi. C'est pas ça qui fait une formation. J'ai rencontré des gens qui se formaient vraiment par OpenCourseWare. Enfin, c'est-à-dire qu'ils allaient prendre des différents cours, reprendre les notes des étudiants, les examens, les faire tout seuls pour eux, refaire les examens, aller s'inventer des activités pour compléter ce qui n'existait pas dans le cours. Les gens qui ont ce niveau d'autorégulation, d'autodétermination, vous n'en trouverez pas grand-chose, c'est pas comme ça qu'on va passer ça à l'échelle. Ensuite, bien sûr, vous avez ce qu'on appelle les universités qui forment à distance. Là, je vous ai mis l'Open University. Là, c'est la page d'accueil de l'Open University britannique. 200 000, 300 000 étudiants dans le monde, 200 millions de chiffres d'affaires. C'est un marché énorme, en fait.
Et certaines de ces universités à distance, donc là c'est comme un cursus classique, ils forment des licences, ils délivrent des masters, et à partir de là, eux aussi vont diffuser des ressources qui ont été créées pour leurs cours et qui sont plus adaptées pour un usage en ligne. Mais il manque toujours cet aspect gratuit et interactif. Et c'est là que les MOOC sont apparus. Massive Open Online Course, on en a parlé. La gratuité et le open est important parce qu'on fait souvent des amalgames entre MOOC et e-learning. Non, les MOOC font partie du e-learning, certes, mais ça s'inscrit dans un courant politique, plus que pédagogique d'ailleurs, qui est très différent de celui du e-learning. Alors vous connaissez sûrement les initiatives comme École Polytechnique, le premier à avoir mis en France, un des premiers à avoir mis ses cours sur des plateformes américaines. Et quand vous faites un MOOC, vous avez, bien sûr, c'est Internet, vous avez une population internationale. Ça, c'est par exemple un cours du MIT d'électronique. Vous avez les adresses IP, là, et vous voyez comment jusqu'à 20, 30 000 personnes vont s'inscrire à un cours. S'inscrire ne voulant pas dire le suivre. Hein. Il faut diviser par 10 pour avoir les gens réellement actifs qui vont aller au bout. C'est Internet, hein. Il y a beaucoup de gens qui naviguent par curiosité. Mais c'est quand même énorme. Les plus gros cours de langue que l'Open University a mis en MOOC, pour préparer les examens d'anglais, c'est 500 000 personnes. 500 000. Un cours, 500 000 personnes. Donc vous lisez ne serait-ce que par 10, ou 5 parce que c'est un cours qui a du succès, ça ne fait qu'un petit cours de 100 000 personnes actives. Ça peut monter très haut. Sachez néanmoins que la plupart du temps, moi j'ai un MOOC, j'ai 50 personnes actives. Ça dépend vraiment, c'est sur la création de MOOC, ça dépend du sujet que vous choisissez. Bon, je ne vais pas parler tellement du SPOC. On va dire que les MOOC, c'est avant tout un public de la formation continue. Typiquement, formation d'adultes. Très peu d'étudiants utilisent les MOOC. 80% sont des gens engagés dans la vie professionnelle. Typiquement, le public des MOOC, c'est les gens comme vous, c'est-à-dire des gens qui veulent continuer à se former tout au long de la vie. Donc c'est exactement comme une formation à distance, il faut rendre des devoirs, tout ça. Et après, bien sûr, il y a eu toute la vague de SPOC, c'est-à-dire qu'on est revenu en fait on a privatisé les MOOC et on est revenu sur des formes de e-learning traditionnelles. Et là, c'est en train d'exploser. Entre guillemets, les MOOC sont partis du payant vers la gratuité, de la formation à distance payante vers la gratuité, et reviennent et refont un contre-coup, et on a une multiplication de la formation à distance payante. Et le gros enjeu de tout ça, c'est parce que c'est très bien d'avoir des cours gratuits, mais si ce n'est pas reconnu les efforts qu'on y a fait, en fin de compte, ça reste dans le domaine de l'informel. Il y a tout un mouvement en ce moment dont l'objet est The Grid, c'est des startups, mais il y a aussi les équivalents dans la politique, il y a des recherches là-dessus en ce moment sur comment est-ce qu'on va reconnaître des activités, des compétences acquises en dehors du système formel ou acquises en ligne sur des espaces plus ou moins informels. Alors, j'aurais aimé quand même vous parler un petit peu plus de technologie et d'apprentissage en ligne. Est-ce que j'ai encore 2 minutes ? 2. 1 minute. On parlait ce matin d'ancrage mémoriel. Pour moi, le gros problème des MOOC, c'est qu'on reste très dans de la diffusion de contenu. Même si on demande aux gens des activités, on n'utilise pas le potentiel du numérique à son maximum. Le gros potentiel du numérique, c'est qu'on va utiliser notamment ses capacités de mémoriser des grandes quantités de bases de données. Et pour tout ce qui est optimisation via l'apprentissage adaptatif. C'est-à-dire que non seulement on va utiliser ce qu'on appelle des SRS, des Spaced Repetition Systems, donc des systèmes à répétition espacée qui vont pour chacun de vos élèves mettre l'item dont il a besoin au moment où il a besoin, de manière individualisée. Et deuxième plan, l'apprentissage adaptatif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre les mêmes items, les mêmes questions à tout le monde, il faut qu'on arrive à estimer le niveau via des théorie de la réponse à l'item, c'est très ancien, ça a 60 ans, et qu'en fonction du niveau estimé via des questions ou des exercices, on arrive à leur mettre exactement la question qui correspond à leur niveau. Donc voilà, c'est un petit peu comme le système Elo aux échecs, on va mettre des adversaires de niveau équivalent, c'est un peu pareil, mais cette fois-ci pour l'apprentissage. Et donc pour moi, c'est vraiment ça l'avenir des MOOC, c'est quand on aura vraiment introduit ces dimensions d'apprentissage adaptatif au cœur de l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste une petite curiosité au passage, tous les MOOC sont en anglais, j'imagine. Ah non, on a une offre française, sur France Université Numérique, c'est une plateforme française, il doit y avoir 200 cours qui ont été organisés.
L'essentiel est en anglais sur Coursera, mais toutes les universités, tous les établissements sont représentés. D'ailleurs, notre labo s'est spécialisé dans les cours à destination des enseignants, donc vous pouvez suivre nos MOOC régulièrement sur France Université Numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.